Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce deuxième numéro de l'émission Au cœur de la présidentielle. Un rendez-vous que vous offre le Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la RTB, Radio et Télé, cela s'entend, pour permettre aux différents candidats à l'élection présidentielle de débattre, de partager leur programme de société avec la population burkinabé. Et pour co-animer l'émission d'aujourd'hui, je suis en compagnie de ma consoeur de la Radio nationale, Romaine Zidouemba. Bonsoir Romaine. Ismaël Ouedraogo, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et sur ce plateau, nous avons deux candidats et un représentant d'un candidat. Alors, M. Barnabé Wenkouni Victorien Tougouma du MAP, le Mouvement africain du peuple. Nous avons également M. Boukari Ouedraogo, dit Tintin pour les intimes, qui est candidat indépendant. Et nous avons également M. Simon Compaoré, il représente le candidat Rochmar Christian Kaboré du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Et notons, mesdames et messieurs, que le candidat Ramo Ouedraogo du R2BF, le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, est absent de ce plateau. Le débat de ce jour va durer donc 60 minutes. 60 minutes au cours desquelles donc on va échanger avec nos trois invités. Vous l'avez remarqué, elle l'a dit tout à l'heure, Ramo Ouedraogo est absent de ce plateau. Alors, il faut savoir donc qu'on va commencer par le premier grand thème qui est donc la bonne gouvernance. Alors, une question qui est posée à tous les invités sur le plateau. Nous commençons par M. Victorien Tougouma. Quel type d'administration vous comptez proposer au Burkina Faso si vous étiez élu président du Faso? Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Une administration forte. Il faut restaurer l'autorité de l'État, parce que c'est l'État qui fait l'administration. Malheureusement, il n'y a pas d'État aussi sans règles. C'est pour ça que la primauté doit revenir à la justice. Vous savez que ces 30 dernières années, malheureusement, dans ce pays, la justice a été dévoyée sciemment pour que les anciens dignitaires de ce régime-là puissent se maintenir et faire tout ce qu'ils veulent. On a des dossiers comme le cas de Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabo Boukari qui ne sont pas élucidés. Donc il faut qu'on remette la justice au cœur de tout. Il faut qu'on remette la justice au cœur de tout. Si vous comprenez, est-ce que c'est votre opinion? Vous pensez que ça a été fait sciemment pour qu'on ne juge pas tous les dossiers aujourd'hui qu'on a les dossiers de crimes de sang, notamment au Burkina Faso? Non, je crois que ce qui importe là, c'est que nous vous disions quelle est notre vision. La vision de notre candidat quant à la bonne gouvernance qui est très bien prônée dans le document, dans le programme de notre candidat. Nous avons comme première partie donc de ce programme de notre candidat la réforme des institutions et de l'administration. On ne peut pas amorcer un vrai développement si on ne commence pas par là, pour remettre les points sur les i, revoir les avatars qui ont jalonné la gestion du pouvoir passé et en tirer des conséquences qui permettent d'éclairer notre lanterne en ce qui concerne l'avenir. C'est pour cela que nous allons commencer, si notre candidat était élu au soir du 21 novembre, nous allons passer très rapidement à l'organisation, la réorganisation de l'administration, pour faire en sorte que le désordre ambiant puisse prendre fin. Parce qu'on ne peut pas organiser la production, organiser la démocratie, la liberté, sans une administration forte et correctement installée sur le socle. Le désordre ambiant dont vous parlez, M. Simon Compaoré, c'est à quel niveau exactement? Oui, quand vous regardez, vous allez dans les services, vous voyez que les gens ne travaillent pas suffisamment, les dossiers ne sont pas traités à temps, et l'organisation du travail même laisse à désirer. Or, pour un pays qui cherche ses marques, nous devons avoir une administration qui est animée par des gens conscients que d'abord, ce sont les hommes qui font l'histoire, ce sont les hommes qui font le développement. Et c'est pourquoi il faut réorganiser, remotiver les gens et amener les gens au travail, parce que c'est une valeur cardinale essentielle si nous voulons créer des richesses et faire ensuite, par la suite,
que ces richesses-là soient partagées et correctement partagées pour que tout le monde puisse en profiter. Au niveau du MPP, donc, on promet de réorganiser l'administration burkinabé. Monsieur Bokari Ouedraogo dit Tintin, chez vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel type d'administration vous préconisez pour le Burkina Faso si éventuellement vous étiez élu président du Faso? Merci. Et moi, je pense que la justice serait en tout cas la première des choses que nous allons insister pour notre pays. Parce que quand vous parlez de la bonne gouvernance, moi je pense que c'est la justice. Parce que la justice, elle est valable pour tous les Burkinabés. Et sans justice, il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas de développement. Parce que l'injustice est à tous les niveaux. Et moi, je pense que c'est la justice que je veux mettre un accent très particulier. Parce que si tous les citoyens sont tous égaux devant la justice, il y a un dicton qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Il faudrait que ça soit une histoire vraie et non pas des mots. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que ça ressemble un peu à un discours. Une histoire vraie. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il n'y ait plus de super favoris en matière de justice au Burkina Faso? Mais bien sûr que si vous pensez que c'est un discours, la justice n'est pas un discours. C'est une réalité que nous devons le mettre en place. Vous savez, dans l'administration, vous trouverez de l'injustice. Ceux-là qui font le travail sont des subalternes. Mais la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est d'amener tout le monde à prendre ses responsabilités, de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça aussi. Donner la chance à tous les fils et filles de ce pays. Ça aussi, c'est la justice. Et moi, je prône la justice. Tout le monde parle de la paix. Mais je me dis, sans justice, il n'y a pas de paix. C'est pour ça que je mets la justice au centre de ma gouvernance. Je pense que vous l'avez bien compris. Voilà. Romain Zidouemba. Oui, la justice donc comme cheval de bataille pour Bokari Ouedraogo. Alors, monsieur Simon Compaoré, quand on parle de bonne gouvernance, on parle également de lutte contre la corruption. Au niveau du MPP, quelle est la stratégie qui a été mise en place pour lutter contre la corruption au sein de l'administration burkinabé? Non, je disais tout à l'heure que c'est une question d'organisation, parce que même la justice dont on parle, et sur laquelle nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut que les choses changent, il faut organiser le travail. Dans un désordre ambiant, rien n'est possible. C'est pourquoi, effectivement, en ce qui concerne le candidat du MPP, s'il est élu, il va faire en sorte que d'abord, les choses changent. Les choses changent en procédant d'abord dans l'organisation, faire en sorte que les textes soient respectés. Que ce soit les nominations, que ce soit le découpage, que ça ne soit pas la figure du premier venu, mais que ça soit sur la base de l'efficacité et des objectifs qu'on recherche. Et par là, nous pouvons mettre effectivement des institutions fortes qui régulent la vie au niveau de la justice, au niveau de la gestion, à tous les niveaux de l'échelon. Et c'est pourquoi, parlant de la corruption, il suffit simplement que l'on applique les textes, qu'on ait une administration judiciaire qui ait les compétences nécessaires. C'est pourquoi nous prévoyons que les juges soient formés, qu'ils soient dotés des moyens nécessaires pour faire en sorte que aucun dossier ne dorme dans un tiroir. Donc face au peuple, Simon Compaoré prend l'engagement pour dire que les dossiers ne vont pas dormir dans les tiroirs si éventuellement le MPP arrive au pouvoir. Absolument, absolument, absolument. D'ailleurs, dans les 100 premiers jours, vous verrez l'action de notre candidat s'il est élu dans ce domaine précis-là. Alors, monsieur Victorien Tougouma, votre stratégie en matière de lutte contre la corruption? Je voudrais faire remarquer qu'on a commencé la campagne hier et quand le représentant du candidat Roch dit qu'il faut respecter les textes, tout le monde a vu que les affiches. Hein, la délégation spéciale de Ouagadougou avait donné des endroits pour mettre les affiches. On ne pouvait pas mettre des affiches sur les cahiers CEDRA, sur les endroits publics.
tout le monde a constaté que ça n'a pas été respecté par le MPP. Donc, si on ne respecte pas les textes avant d'arriver... On va le laisser terminer. Monsieur, si on ne respecte pas... On va le laisser terminer. Monsieur Compaoré, on va le laisser terminer. Nous sommes dans un débat. Il termine. Si vous voulez réagir... C'est quelque chose... Je veux que les gens regardent. Tout le monde l'a constaté. Et si on ne respecte pas déjà les règles du jeu avant d'arriver au pouvoir, une fois qu'on est au pouvoir, pourquoi on va respecter les règles du jeu? C'est ce qui s'est passé les 30 dernières années. Oui, si nous arrivons au pouvoir, il faut améliorer la législation en matière de lutte contre la corruption. Vous savez que l'affaire Guiraud, par exemple, il a été relaxé parce que la législation n'était pas bonne. Donc il faut être plus sévère en matière de législation. Il faut aussi permettre donner les moyens à la justice de mieux appliquer cette législation. Donc ça passe par les ressources humaines, ça passe par les ressources matérielles. Si vous prenez comme un pays comme le Burkina Faso, c'est un désert judiciaire. Toutes les 45 provinces n'ont pas de tribunaux de grande instance. Ça veut dire que ce n'est pas une justice de proximité. Il faut le faire. Si vous prenez le Burkina Faso, il n'y a qu'un seul barreau, c'est le barreau à Ouagadougou. Bobo, qui est la deuxième ville du Burkina Faso, n'a pas de barreau. Ça veut dire qu'il y a moins de 15 avocats à Bobo-Dioulasso. Donc il faut donc avoir beaucoup plus d'avocats pour que le citoyen burkinabé puisse savoir quels sont ses droits et faire avancer la justice. Naturellement, il faut dissocier la justice de l'exécutif. Donc, les dernières décisions qui ont été prises par le CNT est bonne. Ça veut dire que le président du Faso ne peut plus être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut aussi que l'avancement du carrière des juges soit jugé par leur pairs et non par l'exécutif. Et il faut aussi former les magistrats aussi pour la lutte contre le terrorisme, contre la corruption, parce que les gens qui sont corrompus aussi, c'est comme des voleurs. C'est même des voleurs qui développent des astuces régulièrement. Donc voilà un peu des pistes de solutions. Mais je dis tout simplement que M. Kaboré a géré ce pays pendant 30 ans. S'il dit qu'il y a le désordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que soit il était complice de ces désordres et il n'a pas pu mettre fin. Donc on ne sait pas comment une fois qu'il sera au pouvoir, il va le faire. Soit il était incapable de mettre fin au désordre quand il était là-bas. Et si on est incapable, quand on était Premier ministre, président de l'Assemblée, chef d'un parti qui est au pouvoir, de changer les choses quand on était aux affaires, comment on va les changer une fois qu'on sera au pouvoir? Alors, avant que Simon Compaoré ne réponde à votre préoccupation de tout à l'heure, M. Tintin, on reste avec vous à présent pour parler de cette question donc, de corruption et de justice. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? Tout à l'heure, Simon Compaoré a le droit de répondre à M. Toukma. Allez-y. Mais je vous remercie. Vous tous, vous savez que la corruption, c'est une gangrène qui empêche le développement de notre pays. Alors nous, en tout cas à notre niveau, je veux me battre pour réduire la corruption, pas à 0%, mais quand même à un chiffre pas acceptable, parce que la corruption n'est jamais acceptable. Mais au moins, on dit limiter les dégâts. Vous savez que nous avons vécu tous ensemble un État qui n'a prôné que la corruption durant les 27 ans. Et je pense, comme tous les citoyens qui me regardent, qu'un homme qui a déjà été corrompu dans sa vie ne peut pas lutter contre la corruption. Vous faites allusion à qui quand vous dites qu'un homme qui a été corrompu dans sa vie ne peut pas lutter contre la corruption? Mais je m'adresse à tous ceux qui savent qu'ils ont été corrompus et qui sont dans la course au pouvoir. Et le peuple le sait. Monsieur Ismaël, si vous ne le savez pas, les citoyens lambda du Burkina sait. Le citoyen lambda du Burkina qui a été corrompu dans ce pays, oui. Parce que nous avons vécu. Je vous donne un exemple. Allez-y, oui, on vous écoute. Quand vous voyez le quartier Ouaga 2000, qui les a construites? Dans la zone, vous ne trouvez même pas 5% des immeubles qui appartiennent à des commerçants ou des hommes d'affaires. Ça appartient aux dignités de l'ancien régime. Ils ont tous des maisons là-bas. Et ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est des maisons qui coûtent minimum 200 millions. Mais vous pensez qu'un fonctionnaire peut construire une maison de 200 millions? Vous êtes un fonctionnaire? Vous connaissez les salaires au Burkina? Où ils ont eu l'argent pour construire des maisons comme ça? C'est le fruit de la corruption.
Faites le point. Moi, je l'ai fait. Vous verrez qu'ils ont tous des maisons là-bas. Tous ça, c'est pas normal. Quand vous dites tous, c'est trop facile. Nous sommes tous les anciens dignitaires de l'ancien régime. Ok. Donc concrètement... Ils ont tous des biens qui dépassent leur avoir. Ok. Alors on va donner maintenant la parole à Simon Compaoré. Oui, Monsieur Compaoré, vous avez écouté les remarques de M. Tougouma et de M. Ouedraogo sur votre participation à l'ancien régime. Voilà, d'abord sur la question des affiches, qu'avez-vous à répondre aux remarques de M. Tougouma? M. Tougouma, je voulais simplement vous dire que si vous sortez tout de suite là, vous verrez que l'ensemble des affiches qui sont apposées là, ce n'est pas seulement le MPP qui a des affiches par-ci par-là. Vous savez, en matière d'affiches, il y a véritablement un problème. La loi est suffisamment claire. Dans un état de droit, on devrait avoir des emplacements prévus pour ces cas de circonstances. C'est-à-dire, en période électorale, pour éviter le désordre que l'on constate aujourd'hui, on devrait avoir des emplacements dédiés à ce genre d'activité. Ce qui n'est pas le cas chez nous et en Afrique d'une manière générale, mais surtout au Burkina. N'ayant pas ces emplacements-là, l'administration municipale, je vous rappelle que j'ai été maire pendant 17 ans, et donc je sais de quoi je parle. À l'époque, nous avions simplement dit qu'il faut éviter d'afficher, d'apposer sur les bâtiments, les ronds-points, les affiches des partis politiques. Maintenant, si vous enlevez les caïcidras à Ouagadougou, il reste quoi? Où on peut mettre une affiche? C'est pourquoi je pense que ceux qui ont pris la décision là, certainement ça n'a pas été mûri là, parce que les caïcidras, les arbres restent les seuls endroits où on peut faire moins de désordre. On va faire l'économie. De toute façon, c'est un grand dossier qu'on ne pourra pas épuiser tout ce qu'on parle. Alors, oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, après avoir vu toutes les affiches là, de presque tous les partis, il s'en prend uniquement au MPP, au candidat du MPP. Bon, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'allons pas tomber dans cette provocation. Le peuple va trancher. Aujourd'hui, là, nous allons sortir, on va tous parler au peuple, on verra qui est droit, qui est-ce que le peuple est prêt à plébisciter pour qu'il gère son destin. Nous allons nous donner rendez-vous le 29. Le 29 soir, on va faire le décompte. On va faire le décompte et on verra. Parlant de la corruption, nous sommes de ceux-là. Nous étions au CDP. Nous avons quitté. Et nous savions que si, comme certains le susurrent, il y avait des dossiers sur nous qui pouvaient nous envoyer en prison, nous n'allons jamais. On sait que les gens n'allaient même pas faire de moindres détails. Ils allaient se saisir de ces dossiers et ils allaient faire mal. Les journalistes nous ont posé des questions sur ces points précis-là et nous avons dit, nous sommes des citoyens. Si quelqu'un a quelque chose à reprocher à notre candidat, eh bien, il peut le faire. Monsieur Tourman, vous l'avez fait, malheureusement, la justice vous a donné tort. Donc, si notre candidat est partant, et Dieu voulant, il va se battre. Et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons gérer. Alors, Victorien Tourman soulevait un point sur lequel on souhaiterait vous entendre. Avant qu'on ne revienne à vous, il a clairement dit que vous faites partie des 30 ans de gestion du pouvoir de Blaise Compaoré. Vous l'assumez, oui ou non, Simon Compaoré? Nous avons dit qu'on a géré, nous assumons les points positifs, les points négatifs. Mais je voudrais vous faire observer que c'est là encore, c'est de l'animosité. Il y a combien de candidats là-bas qui ont été des anciens ministres de Blaise Compaoré? Je voudrais vous demander, là, faites le décompte. Il y a 14 candidats. Sur les 14 candidats, il y a combien qui ont été de l'administration de Blaise Compaoré? Pourquoi c'est seulement Roch que vous pointez? Moi, je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Des candidats
qui ont géré, qui ont été plusieurs fois ministres, présidents d'institutions. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Ce n'est pas pendant la période de Blaise Compaoré qu'ils ont géré. Ce n'est pas Blaise Compaoré qui les a nommés. Je crois que ça, ce débat-là, c'est du domaine de l'histoire. Du domaine de l'histoire. Oui, on va y aller. On va le laisser. S'il vous plaît. Non, allez-y, il va terminer. Il va terminer, on reviendra à vous parce que on a... Non, vous avez le même temps de parole. Sinon, Compaoré va terminer, on revient à vous tout à l'heure. Allez-y, monsieur Compaoré, allez-y. Je voudrais simplement dire qu'il s'agit aujourd'hui de voir, en fonction des vicissitudes de l'histoire, de ce que nous avons vu, les nombreuses turpitudes que notre pays a connues, il s'agit de désigner quelqu'un qui a l'expérience et qui a la conviction qu'il faut faire autrement les choses. Ok, Simon Compaoré, merci beaucoup. Voilà, alors, on va terminer, Simon Compaoré, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. On a beaucoup de... Il faut que tout le monde ait le même temps de parole. Bien là. Moi, je voudrais effectivement, et comme celui qui va être élu, il va présenter, patte blanche, montrer patte blanche. Tous les biens, la justice qui va être réformée aura toute la latitude de faire les biens de tout un chacun, y compris ceux qui ne seront pas élus. Ok, c'est bien pour que la justice puisse faire son travail. Alors, on va donner 1 minute à chacun de vous pour répondre à cette question, parce qu'on a trop de sujets à aborder. On ne va pas non plus épiloguer indéfiniment sur ce sujet. Oui. Je crois que M. Compaoré se trompe de plateau. C'est Roch Kaboré qui est notre invité ce soir et notre interlocuteur dans le débat. Oui ou non? Ce n'est pas d'autres personnes. C'est pour ça qu'on dit que c'est le MPP qui a fait des affiches. Et il a affiché sur le CIAO, ce n'est pas un caïcédra, le CIAO. Il a affiché, mais dites la vérité. Dites un endroit précis. Dites un endroit précis. Monsieur Compaoré, vous faites déjà de l'irrespect par rapport à la parole. Quand les autres parlent, allez-y. Quand vous parlez, on vous écoute. Et la décence aussi et le respect d'écouter les autres. Parce que ce n'est plus l'ancien régime. On va évoluer. Oui, donc je dis, on parle du MPP parce que notre interlocuteur, c'est Roch Kaboré. J'ai vu des affiches sur le CIAO, j'ai vu des affiches sur le poste de police et sur le bureau des postes de télécommunications à Tampi. Donc c'est des lieux publics, des trucs concrets qu'on peut vérifier. Voilà, donc pour nous, c'est des choses concrètes. Et quand on dit qu'on a été débouté par rapport à notre recours, c'est la loi qui nous le permet. Et on accepte, mais pour nous, jusqu'à preuve du contraire, M. Roch Kaboré n'est pas l'homme de la situation parce qu'il est aussi trempé, vous l'avez reconnu, dans les sales dossiers du régime Compaoré et il ne peut pas gérer ce pays. C'est pour ça aussi qu'on est candidat, c'est notre droit de le dire. Et quand vous dites que vous avez adressé au Burkinabé, quand on est sur ce plateau-là, c'est au Burkinabé qu'on parle, ce n'est pas au Caïcédra, comme vous l'avez dit par le passé. Monsieur Compaoré, s'il vous plaît. Monsieur Ouedraogo, allez-y, vous avez la parole. S'il vous plaît, on vous a tous les deux entendus. Monsieur Ouedraogo, à présent, vous avez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Écoutez, moi je pense que normalement, si on veut respecter le peuple burkinabé, quand vous les annoncez qu'il y a 4 candidats à la présidentielle qui doivent passer, ils doivent être là. On ne doit même pas accepter un représentant. Parce qu'on parle des candidats. Et les candidats doivent se parler face à face, qu'on débatte. Mais pourquoi M. Macky Sall Kaboré n'est pas là? Il sait pourquoi il n'est pas là. Nous aussi, il est en campagne comme lui. Mais il sait qu'il doit se retrouver sur ce plateau avec nous. Donc il a préféré envoyer M. Simon Compaoré pour le représenter. Parce qu'il sait qu'il n'est pas à la hauteur du débat de ce soir. Donc, pour vous, son absence sur le plateau vous pose problème. Alors, oui, mais en 30 secondes, parce qu'il faut qu'on évolue. Je vais donner l'information. En 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes. Nous n'étions pas au courant qu'il y avait ce débat aujourd'hui. Le camarade Macky Sall Kaboré avait fait son programme. Hier, il était à Bobo. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il tient un meeting à Gawa. Si vous voulez, vous savez, je ne pense pas que vous fassiez peur à Roch. Et l'occasion sera donnée
de se retrouver sur un autre plateau, mais sachez qu'il est là, c'est indépendant de sa volonté. Nous allons voilà, allez-y. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y, Bruno, on y va. Oui, nous allons évoluer donc avec la question de la réduction du train de vie de l'État, puisqu'on parle de biens. Parlons également de la réduction du train de vie de l'État. Comment réduire cette fracture-là entre les dirigeants et puis les populations? Ça, c'est vraiment au cœur de notre programme. Dans les premiers jours de notre gouvernance, on va réduire le train de vie de l'État parce qu'on ne peut pas continuer à dire que les Burkinabés sont dans la souffrance et à la tête et au sommet de l'État, on vit différemment. Donc pour nous, il est écrit noir sur blanc qu'on va réduire les salaires du président du Faso, des ministres, des chefs d'institutions et des députés de 30%. Nous allons aussi réduire ce qu'on appelle les caisses, les fonds spéciaux là, d'au moins 50%. Parce que cela est fondamental. On voit même régulièrement à la télé des ministres aller au conseil des ministres avec des 4x4 V8 qui coûtent plus de 70 millions dans un pays qu'on dit pauvre. Tout cela va finir. Mieux vaut construire des routes pour que chacun puisse pédaler son vélo, aller là où il veut, que de payer de grosses 4x4 et les rouler au cœur de la ville. Donc il faut qu'on soit exemplaire. Voilà quelques pistes de solutions pour la réduction du train de vie de l'État et réinvestir cet argent-là pour le développement du Burkina Faso. Vous savez aussi qu'un ministre, après avoir fini sa fonction de ministre, pendant 6 mois, il perçoit toujours le même salaire de ministre. Pourquoi? Pourquoi il n'est plus ministre et il va continuer à percevoir le même salaire de ministre? Ce n'est pas normal. Vous proposez qu'on coupe ces mais tout ça, ça va être coupé. Parce que si on veut se développer, ceux qui doivent se sacrifier là, c'est ceux qui ont les moyens. Si nous sommes jeunes et que nous sommes venus en politique, mettre nos moyens, pas comme certains qui sont arrivés après les études au pouvoir directement et qui ont commis des gaffes. Nous, on investit nos propres moyens pour redresser ce pays. C'est tout simplement parce que nous croyons que nous devons donner quelque chose à ceux qui sont plus pauvres. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un écart de vie entre le président du Faso et en bas. Si vous partez aux États-Unis, il y a des fonctionnaires qui touchent beaucoup plus d'argent, qui ont un salaire beaucoup plus élevé que le président Obama. Le directeur de la CIA, par exemple, son salaire est plus élevé que le président des États-Unis. Donc c'est pour dire que ceux qui sont au sommet de l'État, s'ils sont exemplaires, en ce moment, la justice peut s'appliquer. Comment voulez-vous être des fraudeurs, ceux qui détournent l'argent de l'État, et demander à celui qui brûle le feu rouge là, qui ne doit pas brûler le feu, alors que vous brûlez tous les feux de la nation? L'exemplarité viendra d'abord de la réduction du train de vie de l'État. Ok, merci Monsieur Tougma. Alors Monsieur Boucaré Ouedraogo, vos propositions? D'abord, je vais répondre à Monsieur Sibo Comporé quand il dit que le candidat Roch n'est pas au courant de ce passage à la télévision. Je dis que ce n'est pas vrai. Le CSC a envoyé des correspondances à tous les candidats et tout le monde a reçu. Donc, on ne peut pas dire qu'on a remis à tout le monde et on a oublié un candidat. Ce n'est pas possible. Voilà qui est clair. Maintenant, en matière de réduction du train de vie de l'État. En matière de réduction du train de vie de l'État, vous savez tous que l'État fait des dépenses, à mon sens, inutiles. Et les dépenses obligatoires au développement de notre pays, on la néglige. Je vous dis quoi? Vous savez qu'on n'a pas assez d'écoles pour nos enfants. On dit qu'il n'y a pas d'argent dans notre budget. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des contribuables? Tous les ministres roulent avec des véhicules, Land Cruiser V8, qui coûtent 77 millions à la CFAO. 77 millions. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent. Et nos enfants sont sous des caïcédras, des paillotes, en train d'apprendre. La base de notre société, là, c'est quoi? C'est nos enfants. On doit les éduquer. Pourquoi aller payer des véhicules qui coûtent 77 millions et des écoles qui ne dépassent même pas 30 millions? Avec le prix d'un véhicule, on peut construire des écoles. Alors, et on ne le fait pas. Oui, M. Ouedraogo, ça c'est le constat. Quelles sont vos propositions pour remédier à ce problème? Mais c'est sûr que si je parle de ça, ça veut dire que je vais remédier à ce problème. Parce que je ne veux plus autoriser qui que ce soit, que tu sois ministre ou directeur de société d'État, de rouler avec des grosses voitures dans ces pays-là, alors qu'on a besoin de l'argent pour faire autre chose. D'accord. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Véhicules, oui. Mais il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a le domaine des marchés publics
qui est source de dépenses inutiles. Je vais vous dire pourquoi inutiles. Parce que c'est des marchés qui ont été chiffrés à la hausse pour permettre la corruption. Donc du coup, l'État devient pauvre. La caisse de l'État devient vide. Il y a des avenants qui dépassent 1,5 fois le marché public. Alors qu'il y a des textes dans le code des marchés publics qui dit qu'il y a un appel d'offres. Quand on a jugé le marché, on ne peut faire un avenant pas plus de 15% du montant du marché. Mais on a vu des avenants qui font 1,5 fois le montant du marché. Vous trouvez que c'est normal? Tout ça, nous allons arrêter. Ok. Voilà qui est clair. Simon Compaoré, vous avez parlé des 100 jours tout à l'heure. Chez vous, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire le train de vie de l'État? D'abord, si notre candidat arrive au pouvoir, nous allons dans un premier temps revoir la reconfiguration du gouvernement et faire en sorte que ça ne soit pas un gouvernement pléthorique, mais un gouvernement de combat. Parce que de la façon dont vous organisez le gouvernement, vous pouvez augmenter les charges. Donc, comme nous avons pour ambition de faire en sorte qu'il y ait une réduction du train de vie de l'État, nous allons faire en sorte que le gouvernement soit, le nombre de ministres soit raisonnable. Combien de ministres? Non, vous savez, je ne veux pas jeter un chiffre. Ce qui est sûr, ce qui est important, le nombre de ministres qui sera retenu sera fonction des différentes missions qui seront données. En quoi ça vous coûte de donner le nombre de ministres? En quoi ça vous coûte de donner le nombre de ministres? Non, de 20 à 25, oui. C'est raisonnable. Quand un gouvernement atteint 30, 35, honnêtement, dans nos pays, ce n'est pas respectable. Et les V8, comme il en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous allez continuer à les utiliser? Si vous pouvez me laisser, parce que... Allez-y, si allez-y. De cette façon, voilà. Alors, nous, en matière de véhicules, il y a que nous allons rationaliser l'acquisition des véhicules. Et il y a des véhicules qui sont nécessaires, parce que si vous devez aller sur le terrain, on ne peut pas vous donner un véhicule léger. Il faut, si vous devez aller à Bagré, et sur des pistes, si on met des véhicules légers tout de suite, ça sera hors d'état d'exploitation. Okay. Donc de ce point de vue, on va rationaliser la dotation des services qui méritent pour que les 4x4 ne puissent plus rouler dans la ville pour aller au conseil des ministres, pour aller ceci et ce, dans les services, pour aller en ville, mais les 4x4 seront utilisés pour aller sur les chantiers, là où les pistes, il n'y a pas de goudron. Ensuite, on va aller rapidement, on va évoluer. Ensuite, la question de la dotation. Oui. Là aussi, il y a beaucoup de gains à faire à ce niveau-là. On va revoir la dotation des différents services en matière de lubrifiants, de carburant. Parce qu'il y a un point qui a été fait, dans ce secteur-là également, l'État dépense beaucoup d'argent. Et puis enfin, les lumières, les climatiseurs, on dépense beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gaspillages, il y a l'inconscience qui est à ce niveau-là et qui fait que chaque année, l'État dépense beaucoup d'argent. Donc, de ce point de vue, à ce niveau également, on va revoir pour changer le système et voir même du point de vue de l'électricité s'il ne faut pas utiliser le solaire et des systèmes qui nous permettent de faire beaucoup d'économies. Merci beaucoup, Simon Compaoré. Merci, on va continuer parce que nous sommes à un peu plus de 30 minutes d'émission. Nous sommes à un peu plus de 30 minutes, Romain Zilamba. On va aller maintenant avec les secteurs sociaux, l'éducation, la santé et l'assainissement. Oui, alors on va commencer par le candidat Boucaré Ouédraogo pour parler de la question de l'éducation d'abord. Le gouvernement actuel, on s'entend, a mis en place donc le continuum éducatif. Est-ce que vous pensez que ce système-là est important pour le devenir de l'éducation au Burkina Faso? Est-ce qu'il faut maintenir le continuum ou quel système proposez-vous pour vraiment que le système éducatif du Burkina soit à la hauteur? Je vous remercie. Je pense que je vais tout de suite répondre par rapport au continuum.
Et j'ai rencontré beaucoup d'élèves et des professeurs qui n'ont pas apprécié le continuum. Donc, je ne peux pas vous dire ce soir que si je suis élu, je vais l'appliquer. On verra ensemble. S'il se trouve qu'elle n'est pas de manière à aider nos enfants à s'éduquer, on va peut-être la supprimer et mettre quelque chose d'autre. Mais je veux dire, en matière de l'éducation, moi j'ai dit que si je suis élu, je vais mettre un accent sur la construction des écoles. Parce qu'il n'y a pas d'école. On va mettre le paquet pour mettre à niveau même les enseignants. Vous savez que le Burkina a été classé dernier du monde dans l'éducation. Et ça, c'est très grave. Et si nous sommes classés dernier, c'est parce que des gens, pendant 27 ans, se sont occupés d'eux-mêmes et non pas les autres. Vous savez très bien que tous les dignitaires de l'ancien régime envoient tous leurs enfants à l'extérieur pour faire l'école. Parce qu'ils en ont les moyens. C'est pour ça qu'ils ne pensent pas aux citoyens lambda. Mais je me dis que si nos grands-parents, nos parents n'avaient pas pensé à l'éducation de leurs enfants, est-ce qu'aujourd'hui, eux devraient être là où ils sont? Vous allez remarquer que les écoles qui ont été construites dans les années 60, jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouvez pas aucune fissure. Ça a été bien fait. Mais à cette époque-là, nos parents dormaient dans des maisons en banco. Ils ont préféré sacrifier leur propre vie pour leurs enfants. Donc vous allez mettre fin à tout ça. Vous allez construire des écoles de qualité pour l'ensemble des enfants du Burkina. Exactement. Et pour l'enseignement secondaire, par exemple, puisque l'éducation c'est un tout, par exemple la situation à l'université. Vous voyez que les étudiants sont dans la rue. Ils n'ont pas d'amphi. Ils veulent se plaindre même pour la qualité même de leur nourriture. On les ferme même la cantine. C'est vrai. C'est ça, ce sont nos enfants. C'est comme ça on les traite. Parce que les enfants des anciens dignitaires, ils ne dorment pas avec eux. D'autres sont au Canada, aux États-Unis. C'est les plus pauvres d'entre eux qui laissent son enfant en France. Tout le monde le sait. C'est pour cette raison que d'ailleurs je suis candidat pour faire changer les choses. Parce que quand on parle de changement, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des grands discours, mais c'est des actes. Et moi, je veux poser des actes clairs si je suis élu par rapport à l'éducation. Je vais introduire la formation professionnelle dès le primaire, parce qu'il faut qu'on forme les enfants. Et la formation serait ouverte à tous les enfants, avec différentes branches, pour les permettre de pouvoir utiliser les 10 doigts là, pour travailler et pour s'en sortir. Parce qu'avec les diplômes, ça ne suffit pas. Parce que vous avez eu la preuve que le concours pour recruter des agents de la fonction publique, il y avait près de 600 000 candidats pour 2000 postes à prévoir. Ça, c'est un danger. Et tous ces 600 000 enfants, aucun ne sait faire quoi que ce soit de ses mains. Ils n'ont que leur diplôme. Et je dis que là aussi, c'est un échec du régime passé. Monsieur Ouedraogo, vous avez bien compris l'adéquation entre la formation et l'emploi. Monsieur Tougouma, sur la question de l'éducation, quelle éducation pour le Burkina Faso si vous êtes élu? Bon, une éducation qui peut tirer notre économie vers la croissance. Nous savons que nous sommes un environnement où nous sommes un pays agricole, un pays d'élevage, et nous sommes aussi un pays qui devient de plus en plus minier. Donc il faut réorganiser cette éducation-là, la réformer pour qu'elle puisse aller dans ce sens. C'est pour ça que nous proposons la professionnalisation des parcours scolaires. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un enfant sorte de la 3e sans apprendre un métier. Suivant qu'il soit dans une zone agricole ou d'élevage, il peut apprendre quelque chose dans ce domaine. S'il est en ville, il peut apprendre quelque chose dans l'électricité, la soudure. Ça peut lui permettre déjà d'être un ouvrier quelque part. Donc c'est la professionnalisation des parcours scolaires. Au niveau de l'université, il faut allouer beaucoup plus de ressources. Nous sommes dans un monde de savoir. Et le savoir, par essence, tous les hommes ont de l'intelligence. On peut avoir des Bill Gates ici à condition de mettre les ressources
humaines et les ressources matérielles nécessaires pour former ces gens-là. Donc il faut augmenter les capacités d'accueil des étudiants en construisant beaucoup plus d'amphithéâtres. Il faut améliorer les conditions. Vous voyez un peu les grèves qu'on a à l'université aujourd'hui autour de la simple restauration. Si on ne mange pas, comment on peut étudier? Donc tout cela n'est pas normal. Il faut améliorer les conditions aussi au niveau du laboratoire pour que les gens puissent faire de bonnes recherches. Mais nous disons aussi qu'il faut envoyer les étudiants, les meilleurs d'entre eux, faire de bonnes études à l'extérieur avec des bourses d'excellence. Nous allons octroyer plus de 500 bourses d'excellence pour faire des doctorats dans les 10 pays les plus développés du monde. Pourquoi? Parce que s'ils sont développés, c'est qu'ils sont en avance sur nous. Et nos enfants doivent aller se former, à savoir comment ils ont pu faire leur réussite, copier leur réussite et revenir. C'est comme ça que le Japon a fait, c'est comme ça que la Chine a fait pour se développer. Aller dans les pays développés, apprendre et revenir un peu, partager ce savoir-là avec les autres. Donc voilà un peu ce que nous allons faire en matière d'éducation. D'accord. Tout ceci demande un budget. L'UNESCO propose de mettre 20% des budgets au niveau des États dans le secteur de l'éducation, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous prévoyez vraiment respecter ces normes fixées? Mais ces normes seront respectées. On a parlé tout à l'heure de la réduction du train de vie de l'État. Il faut savoir ce qu'on veut. En matière de santé, d'éducation, de développement de l'agriculture, il n'y a pas de choix. Il faut mettre les moyens qu'il faut, quitte à réduire les dépenses dans d'autres secteurs, et il est possible de réduire les dépenses dans d'autres secteurs. On vient de l'évoquer tout à l'heure. Merci à vous, M. Tougouma. Alors, nous sommes à vous, M. Simon Compaoré. Sur la question de l'éducation, le MPP, quelle est la stratégie du MPP? La question de l'éducation, pour nous, est une question cardinale, capitale. Tous les pays, qu'ils soient au nord ou au sud, qui ont pu se développer, l'ont été parce qu'ils ont su mettre un accent particulier dans le domaine du développement du capital humain. Et l'éducation est un point extrêmement important. Quelqu'un disait tout à l'heure que sur l'indice de développement humain, nous sommes toujours classés en bas du tableau à cause des deux secteurs clés de la vie de la nation, sont l'éducation et la santé. Donc, en tant que sociodémocrates, nous privilégions beaucoup ces secteurs sociaux-là, dont l'éducation. C'est pourquoi dans le programme du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, nous allons faire en sorte que dans le budget alloué chaque année, on sente la volonté politique de faire en sorte que l'éducation soit une priorité pour nous. Est-ce que vous avez des chiffres? L'éducation, non. Vous avez donné un chiffre tout à l'heure. 20% au niveau de l'UNESCO. À votre niveau, au niveau du MPP, vous allez mettre combien de milliards pour le secteur de l'éducation? Non, nous pensons que nous allons faire tout pour qu'il y ait des économies substantielles qui nous permettent de dépasser la barre qui a été annoncée au niveau de l'UNESCO. Et nous allons faire en sorte, comme mesure urgente, nous allons mettre fin aux écoles sous paillotes. S'agissant du continuum, le continuum en lui-même, dans son fond, il n'est pas mauvais. Parce qu'il s'agit de faire en sorte que ceux qui ont le certificat, on ne puisse plus faire comme à notre temps, il faut passer le concours d'entrée en 6e pour aller en 6e. On va directement au collège. C'est une bonne chose, parce qu'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on fait. Ce qu'il y a à critiquer dans le continuum, c'est le fait qu'on a lancé une très bonne idée sans prendre les mesures nécessaires. On ne peut pas demander au maire d'aller chercher des magasins pour transformer subitement en salle de classe. Ce n'est pas convenable. On ne peut pas aussi, sans regarder la formation des enseignants, pour que les classes qui vont être ouvertes, il y ait des enseignants, et puis dire simplement, on lance le continuum. Donc on a mis la charrue avant les bœufs. Ce sont ces aspects-là qu'il faut retravailler, corriger, comme d'ailleurs au niveau de l'université, comment on appelle, le système LMD, qui lui-même n'est pas mauvais en soi, mais on n'a pas mis les moyens nécessaires. Alors, ni les enseignants, ni le matériel, ni les salles,
ni développer les nouvelles technologies de l'information et la communication qui permettent aux enseignants et aux étudiants et aux élèves d'être en contact avec le monde moderne pour avoir la science. Donc chez vous, ça va être la continuité, finalement. Le continuum, vous n'allez pas le supprimer. Le LMD, vous n'allez pas le supprimer non plus. Non, mais on a dit, dans le fond, ce n'est pas mauvais en soi. C'est parce qu'on a voulu appliquer cela sans préparer le terrain, sans mettre les moyens. Les moyens sont humains, les moyens sont matériels. Aujourd'hui, à l'université, s'il y a des problèmes, c'est parce que, comme quelqu'un l'a dit, il n'y a pas de salle. Les gens ne peuvent pas prendre le cours. Ils sont assis à même le sol. Il n'y a pas, sont des constats qui sont connus. Il n'y a pas de haut débit. Et c'est cela, il faut revenir pour faire en sorte qu'il y ait l'argent nécessaire pour que l'enseignement supérieur devienne une priorité pour Voilà nous. qui est bien dit. Nous sommes à 45 minutes d'émission. Il reste 15 minutes. En 15 minutes, on va parler de l'eau et la question de santé et d'assainissement. Alors, Victorien, tout le monde, nous commençons par vous. Dans le domaine de la santé, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on a déjà entendu tous les candidats dire qu'on va construire des centres de santé, ainsi de suite. Vous, à votre niveau, concrètement, particulièrement, qu'est-ce que vous comptez faire? La première chose, vous l'avez même évoqué en introduction, c'est l'eau et l'assainissement. C'est fondamental, l'accès à l'eau potable. C'est l'eau potable qui est la source de beaucoup de maladies dans notre pays. Donc, nous allons faire en sorte d'augmenter le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement au niveau de tout le Burkina Faso. Mais nous allons aussi faire en sorte de baisser le prix des médicaments. On peut faire un effort, même si c'est vrai que les meds coûtent un peu moins cher, on peut faire un effort. Mais veillez aussi à ce qu'on ait des médicaments de qualité en luttant contre les contrefaçons. Et à ce niveau, vous savez que nous sommes un parti panafricaniste. Nous pensons que la solution peut venir de l'UEMOA. Si l'UEMOA allait à une véritable intégration politique, on peut avoir une usine de médicaments dans la sous-région ici qui va produire certains produits de première nécessité. Alors nous allons aussi relever le plateau technique des hôpitaux. Vous voyez qu'un centre hospitalier comme Yalgdo et Drago, c'est courant de voir que la radio ne fonctionne pas. Ce n'est pas normal. Les évacuations ont coûté en 2013 plus de 4 milliards de francs CFA, alors que le budget de l'hôpital Yalgdo est de 3 milliards 800. Donc il faut accorder plus de ressources humaines, matérielles au secteur de la santé. Mais il faut aussi créer aussi ce qu'on appelle des centres spécialisés de haut niveau parce qu'on a de nouvelles maladies qui sont le cancer, les problèmes de dialyse qui sont là. Ça aussi, ça peut trouver une solution sous-régionale avec un centre, par exemple, de cancérologie à Ouagadougou, de dialyse dans un des pays voisins pour qu'on évite de mettre beaucoup d'argent dans les évacuations. Vous avez dit, bon, tout le monde a dit qu'on va construire, rapprocher les hôpitaux des citoyens. Bien sûr, il faut qu'on ait des centres de proximité. Ça, c'est le b.a.-ba de celui qui veut faire un programme de santé. Alors, nous continuons. Monsieur Boukari Ouedraogo, alors, à votre niveau, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'assurance maladie, par exemple, voit le jour au Burkina Faso, où l'État va prendre en charge, par exemple, 80% des soins et les 20% reviendront donc à la population? Est-ce que ce sera possible avec vous, président du Faso? Si je suis élu, j'ai dans mon programme, ce qui est très important, c'est pas de construire, de dire qu'on va construire des hôpitaux par-ci, par-là. C'est d'abord essayer de mettre à niveau ce que nous disposons. L'acquis d'abord. Si vous partez dans nos centres hospitaliers, vraiment, il n'y a rien. Le peu qu'ils ont, c'est vétuste. On ne s'occupe pas. Et c'est très simple, ça se comprend. Nous, on comprend. Parce que quand je vais à l'hôpital pour me soigner, si je suis un président, je vais améliorer la situation à l'hôpital Yalgado. Mais si je sais que si j'ai même des maux de tête violents, je peux prendre mon avion, aller en France ou je ne sais où, et balancer la facture au contribuable, mais bien sûr qu'on ne va pas s'occuper des hôpitaux. Et c'est ce que d'ailleurs même, je reviens toujours sur l'ancien régime. Parce qu'ils ne se soignent pas ici. Leurs enfants, leurs femmes ne se soignent pas ici. Quand M. Touma parle de 4 milliards pour les évacuations, vous pensez que dans les 4 milliards là, il y a un citoyen lambda dedans? Il y a un enfant de Karpala dedans? Non. C'est eux et leurs enfants et leurs amis. Pour vous, c'est fini. C'est fini avec vous?
Tu as tout compris. C'est fini. Ok. Alors, tout le monde va se soigner ici. Voilà qui est bien dit. Simon Compaoré, est-ce qu'avec vous, il faut s'attendre à ce que l'assurance maladie voit le jour, éventuellement qu'on ait peut-être une réforme même de la fonction publique hospitalière, par exemple, au Burkina Faso? Absolument, absolument. Lorsque vous lisez le programme de Roch-Marc Christian Kaboré, nous disons que l'assurance universelle est tout à fait nécessaire dans le contexte de Burkina. Beaucoup de gens continuent de mourir par le fait qu'il n'y a pas la moindre assistance, surtout aux personnes indigentes. L'assurance universelle est quelque chose de nécessaire et nous avons dit que ça sera parmi les éléments urgents à mettre en œuvre. Il y a également le SAMU social, qui sera mis en place, et notamment dans les grandes villes. Vous savez que c'est dans ces grandes villes-là qu'il y a de nombreux accidents, et la présence du SAMU va apporter un soulagement à plusieurs de blessés de la route. Mais au niveau de la santé, il y a trois aspects. Il y a l'aspect infrastructure, réhabilitation des anciennes infrastructures sanitaires, construction de nouvelles, parce qu'il faut en construire. Il y a des coins où, si vous allez à Yaladou, vous verrez que Yaladou est dépassé. Il faut de nouvelles infrastructures, parce que Ouagadougou est passé de 60 000 habitants en 1960 à plus de 2 millions au jour d'aujourd'hui. Sans compter que c'est l'hôpital de référence pour l'ensemble des autres hôpitaux du pays. Donc, il faut construire. Mais aussi, il faut former. On va aller rapidement. Il faut former, le personnel. Il faut plus d'infirmiers, plus de sages-femmes, plus de médecins et de spécialistes. Il est démontré aujourd'hui que quand vous voulez voir un spécialiste, vous mettez des mois et des mois parce qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Nous comptons aussi ouvrir des instituts tels que l'Institut de cancérologie. C'est le dernier point. Pour prendre en charge les nouvelles pathologies qui déciment les populations du monde. Merci beaucoup. Nous sommes en moins de 10 minutes. les équipements. C'est bon, on est à moins de 10 minutes. Romain Zidemba. Oui, nous allons passer à la question de l'économie et de l'industrialisation du Burkina Faso. Parler de la relance du secteur industriel. La zone industrielle de Ouagadougou connaît de l'insécurité, avec des vols multiples qui ont été signalés. Et à Bobo également, la zone industrielle est pratiquement à l'arrêt et la zone industrielle de Bobo se meurt. Quelle stratégie pour relancer l'économie à travers l'industrialisation? La première stratégie, on l'a évoqué en début d'émission. Il faut éviter la collision entre les hommes politiques et le milieu des affaires. Ce qu'on a vécu pendant 30 ans sous le régime passé. Ce sont les hommes politiques qui étaient les premiers actionnaires des sociétés florissantes dans ce pays. Donc il faut déconnecter cela. Celui qui veut faire des affaires, qui fasse des affaires. Celui qui veut faire la politique, qui fasse de la politique. Qu'il n'y ait pas de collision entre les deux. Maintenant, l'économie est une question transversale, ça touche à tous les secteurs. Quand on parle de santé, d'éducation, d'agriculture, de mines, ça touche à l'économie. Donc tous les secteurs sont importants. Il faut définir des règles du jeu et assainir le milieu des affaires. Maintenant, nous disons que nous allons bien sûr investir dans le domaine agricole, parce que ça touche le maximum des Burkinabés, pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, parce que vous savez que beaucoup de Burkinabés ne mangent pas à leur faim. Donc une des solutions, c'est cela. C'est de développer les mines aussi en permettant que beaucoup de Burkinabés et d'Africains puissent être actionnaires dans nos mines. Cela est important pour que les richesses puissent rester ici, pour qu'on réinvestisse. Il faut mobiliser aussi l'actionnariat populaire et le partenariat public-privé pour pouvoir investir dans notre pays pour son développement. Merci beaucoup. Alors, M. Bokari Ouedraogo, on a parlé des zones industrielles qui ne fonctionnent plus. Bobo Dioulasso est un cas patent. Banfora également avec la SN Sosiko qui a des problèmes. Vous, à votre niveau, quelle est la solution que vous préconisez? Chacun a 2 minutes là-dessus parce qu'on est vraiment pris par le temps. Allez-y. Allez-y, M. Ouedraogo. Écoutez, quand on parle de l'économie, vous avez parlé des industries. Oui. L'économie, c'est une pièce maîtresse très importante que l'État doit, en tout cas, mettre bouchée double pour qu'elle soit réelle et efficace. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, je pense que si l'économie va bien, vous allez voir que le problème de chômage va disparaître. Même si ce n'est pas à 100%,
En tout cas, elle va être réduite considérablement. Si moi je suis élu, j'ai décidé. Je ne ferai pas comme ceux-là qui ont fait 27 ans, qui n'ont pas pensé à mettre des usines dans ce pays pour essayer de résoudre le problème du chômage et d'apporter une plus-value à notre pays. Okay. Moi, je décide de ne plus exporter notre coton que nous cultivons. Parce que nous sommes deuxième producteur mondial. Alors moi, je vais garder mon coton. On va mettre des usines sur place qui vont la transformer. Okay. Et ces usines, ils vont employer. C'est les jeunes, c'est nos enfants qui vont travailler dedans. D'accord. Donc vous voyez que si l'économie va, tout va. Autre réforme majeure, ensuite, autre réforme majeure, vous avez le rail. Moi, j'ai décidé que si je suis élu, on va développer le rail dans notre pays. Parce que tous les pays développés au monde ont développé le rail, le chemin de fer. C'est bien noté. Et je pense on va terminer sur ce point, s'il vous plaît. Pendant la Révolution, on a pu faire 100 km Ouaga-Kaya, qui est resté inexploité jusqu'à aujourd'hui. Pour la simple raison que si vous voyez que l'économie est par terre aujourd'hui au Burkina, c'est sciemment fait par le même régime qui a toujours maintenu la population dans la pauvreté pour rien pendant Monsieur longtemps. Boucaré Ouedraogo, merci beaucoup. Simon Compaoré, on est à vous à présent, rapidement, en quelques mots. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la relance industrielle du Burkina Faso? Disons que l'économie, c'est la base, la production donc, des richesses. Et on ne peut pas parler de juste redistribution des fruits de la croissance si on ne met pas les mains sur les leviers, les principaux leviers de l'économie. En ce qui nous concerne, nous avons dit, notre candidat a dit qu'il va jeter son dévolu sur le développement de l'agriculture. Faire en sorte que les produits de l'agriculture soient valorisés, qu'il y ait un plus-value. Et cela, ça demande la création de petites et moyennes industries de transformation qui donnent de la valeur ajoutée à ce que la terre produit. Il en est de même aussi de l'élevage. Nous importons beaucoup de lait. Il est démontré qu'aujourd'hui, avec une organisation conséquente, nous pouvons faire une économie de devises à ces niveaux et enrichir nos producteurs, nos éleveurs. Il en est de même aussi de la tomate. Vous voyez on produit de la tomate, on peut s'en passer. Ces multiples importations qui nous pompent beaucoup d'argent. Il suffit simplement de créer des industries de transformation qui sont capables de consommer ces produits-là, de les transformer et de leur donner la valeur ajoutée. Attendez. Il reste 3 minutes pour la fin, si vous comprenez. On va terminer. Il reste 3 minutes, s'il vous plaît. Non, il reste 3 minutes, s'il vous plaît. Là aussi, je vais me plaindre. Mais non, parce que sur cette question... Allez-y. En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui. 30 secondes. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, allez-y. Alors, et pour cela... 30 secondes. Pour cela, il faut développer des crédits spécifiques pour soutenir le secteur privé, des petites et moyennes entreprises qui sont adaptées dans notre contexte pour leur permettre effectivement de faire des investissements structurants, des investissements qui permettent de dégager de la plus-value. Merci, M. Compaoré. Oui, M. Tougma, on va venir à vous avec le dernier point de ce débat. Là, il s'agit de la culture et du sport. Et dans ce domaine-là, comment comptez-vous rendre attractif la destination Burkina Faso pour parler de tourisme, bien sûr, et également en sport? On voit que le sport au Burkina Faso est quelque peu en perte de vitesse avec notamment les étalons football. Comment relancer la dynamique? Chacun a 30 secondes. 30 secondes. Pour le tourisme, il faut qu'on prenne le modèle Kenya. On a pratiquement les mêmes animaux et on est situé sur la même longitude. Il faut attirer beaucoup plus de touristes. Mais là, il faut travailler en partenariat avec de grandes structures touristiques dans le monde qui vont nous amener les partenaires, venir améliorer notre environnement touristique en matière d'hôtellerie, d'accueil et de formation. Donc ça, c'est prévu dans notre programme. Nous sommes à 300 000 touristes. Il y a des pays comme le Maroc qui sont à 10 millions. Si on peut multiplier, atteindre un chiffre de 5 millions de touristes, imaginez l'argent que ça va nous apporter. Et le sport va être aussi une vitrine qui va attirer les touristes. C'est pour ça que nous prévoyons de grandes compétitions, par exemple en minime, cadet et senior, pratiquement dans toutes les disciplines, notamment des disciplines comme le football. On a déjà des footballeurs qui émergent, donc il faut poursuivre dans cette dynamique, dans le cyclisme aussi, mais surtout dans l'athlétisme qui est un maillon qui coûte extrêmement moins cher, mais qui n'est pas utilisé. Quand vous regardez la Jamaïque avec ses grands champions aujourd'hui,
Le Burkina peut faire pareil. D'accord. Merci, M. Tougma. M. Ouedraogo, à vous. Sport et culture. Oui. Ben, au niveau de la culture, Le tourisme, c'est culture. c'est tourisme ou culture, vous avez dit? Allez-y. Parce que vous-même, vous permettez. Non, allez-y. On a posé la question sur le tourisme, vous répondez, monsieur. Si c'est tourisme qu'on parle de Sport, tourisme. culture, tourisme, allez-y. Vous Voilà, avez 30 donc secondes. si c'est tourisme, on parle de tourisme. Voilà. Mais vous savez, il faut qu'on rende notre pays attractif. Nous avons le CIAO, nous avons le FESPACO. Et on a plein d'activités pareilles qui souffrent actuellement. Il suffit de les remettre à niveau, parce que quand vous êtes, par exemple, la capitale du cinéma africain, on arrive dans cette capitale-là, on est en manque de salles. On va projeter les films dans des lieux comme la Maison du Peuple. C'est grave. Ce sont des constats. Allez-y à l'essentiel. Donc moi, je Vos pense propositions, s'il vous plaît. que nous, on va tout faire pour qu'on ait beaucoup de salles de cinéma, pour redynamiser le FESPACO. Le CIAO, il y a des infrastructures, mais il y a des problèmes organisationnels. Et nous allons veiller à ce que le CIAO soit bien organisé parce que c'est elle qui apporte des touristes dans notre pays. Le sport, M. Ouedraogo. Quant au sport, vous-même vous l'avez si bien dit que on a un peu de difficultés, mais je me dis qu'on peut faire comme les autres pays qui ont réussi. C'est de prendre des jeunes. Et comment on va le faire? On organise une compétition internationale avec nos jeunes. Et nous allons repérer des jeunes talents. Et nous allons les former. Ok. Et je pense que si on repère des jeunes talents et les forme, je pense qu'ils peuvent aller de l'avant. Merci beaucoup. Monsieur Compaoré. Oui. Sport, culture, tourisme, 30 secondes. Nous sommes en fin d'émission. Voilà. Nous avons prévu, dans le programme de notre candidat, il est prévu le développement du potentiel touristique dans notre pays, et cela en rapport avec les collectivités territoriales. C'est parce qu'on n'a pas su développer ce potentiel-là, qui est un potentiel dormant, que nous n'arrivons pas aussi à booster le tourisme dans notre pays. On n'a pas de mer, on n'a pas de plage, mais nous avons des sites touristiques que nous pouvons donner de la valeur pour permettre aux gens de venir voir aussi une partie de notre culture. S'agissant du sport, je crois que au-delà de ce que ça rapporte, c'est l'image du pays, c'est la connaissance du Burkina. Quand les étalons gagnent, quand les étalons sont champions, quand les cyclistes du Burkina font quelque chose de formidable au Tour du Faso, ça circule dans le monde entier. Donc, c'est les porte-étendards de l'image du Burkina, et il faut aussi une réorganisation à ce niveau et que l'État mette un peu suffisamment de moyens pour que ces deux domaines-là portent chance au Burkina et nous permettent d'être présents dans le concert des grandes nations. Le temps qui était imparti à cette émission qui s'achève était présent sur le plateau Simon Compaoré du MPP, Bokari Ouedraogo, candidat à la présidentielle, Victorien Tougma, candidat, Romain Zidemba, merci beaucoup à vous. Merci Ismaël Ouedraogo. Rendez-vous donc demain avec une autre équipe sur les antennes de la RTB pour un autre débat au cœur de la présidentielle. Bonsoir.